Oubliez que la parole dite par l'autre souvent reste en nous, qu'elle soit bien, malveillante. À propos d'éthique d'ailleurs, je rappelle que la condition de l'aptitude à l'éthique, c'est d'être perturbable par un autre, de percevoir la détresse de l'autre avant même de comprendre la souffrance qu'il expérimente. Voilà. J'avais noté quelques propos de Lévinas et tout, mais je vais passer. Diverses modalités d'altérité. C'est la dernière ligne, mais il y a plusieurs propos là-dedans. Je vais faire assez vite. Bertrand Badi nous dit « Les Occidentaux sont habitués à penser le monde comme une marche des populations vers un universalisme de la démocratie des droits fondamentaux, c'est-à-dire à penser le monde exclusivement à partir d'eux-mêmes, de nous, les Occidentaux. » Et d'ailleurs, combien de fois dans des discours, dans des écrits, officiels ou non officiels, il est question du reste du monde. Et déjà ça, c'est une manière d'entrer en altérité avec ce qui n'est pas notre champ, disons, géographique et culturel. Et le reste du monde, vous l'avez constaté, est en train de s'ébrouer, si j'ose le dire comme ça. Il y a un contexte de réhabilitation des dignités d'un certain nombre de zones du monde, comme par exemple la Chine, après les humiliations des guerres de l'opium, etc. Enfin, il y a plein d'exemples, on ne va pas faire l'histoire ici, mais il y a beaucoup d'aspects. Et donc, effectivement, tous les opprimés des 19e et 20e siècles sont actuellement dans une dynamique d'exister. Dans ce contexte de réhabilitation des dignités, les religions sont souvent convoquées à des fins d'instrumentalisation pour légitimer des assises, pour moraliser des assises politiques qui sont un mal de morale. On voit bien l'instrumentalisation de l'orthodoxie en Russie, du sunnisme en Turquie, du chiisme en Iran, ou bien de l'évangélisme aux États-Unis. Bon, ce sont des exemples. Et puis, il y a bien sûr un contre-exemple dans tout ça, la Chine, qui depuis la haute antiquité a toujours eu un ministre des religions qui était en charge, et qui continue de l'être d'ailleurs, que la société chinoise soit bel et bien religieuse. Et puis il y a une particularité, l'Europe sécularisée de relativement longue date, où le christianisme tend vers son étiage d'une certaine manière. Ces quelques considérations montrent que le concept d'altérité relève d'une construction culturelle multidirectionnelle. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Le fait que ce soit une construction culturelle multidirectionnelle, ça veut dire qu'on peut agir dessus puisque c'est culturel. Et donc, tous les enjeux sont possibles. Demain n'est pas écrit, pour le dire autrement. J'ai parlé, je voudrais dire un mot encore à propos des humiliations. Non, parce que c'est redondant, j'ai déjà dit beaucoup de choses. La seule chose que je peux ajouter, c'est que ce qui a permis de structurer notre société occidentale au 19e et au 20e siècle n'est plus opérant aujourd'hui. Il y a des moyens très brutaux de s'en rendre compte. De 1948, le lendemain de la guerre, jusqu'à 1973, la productivité augmentait en moyenne de 97% et les salaires de 91%. Donc c'était très proche et c'était parallèle. 1973, la productivité est tombée de 97 à 73% en moyenne et les salaires ont cessé de progresser de 91% pour, jusqu'en 2015, progresser de 11%. Alors évidemment, en 73, c'est notamment le premier choc pétrolier, etc. Il y a plein de choses à raconter là-dessus. Mais c'est juste pour dire que, si vous voulez, les déterminants de construction et de
dynamiques de l'altérité sont en pleine transformation. C'est sur ça que je voulais, juste là, en 2 mots, attirer l'attention. Il me reste 3 instances très courtes avant d'arriver à ma conclusion. Donc et 3 minutes, donc je vais dépasser. Mais de très peu, de très bourrier, de très très peu. Le rapport à l'altérité et solitude. La solitude, c'est l'absence de l'autre. Absent, ab, privatif, sans de séance tenante, se tenir. Et donc, juste d'un mot, lorsque l'autre n'est plus là, l'altérité se passe à l'intérieur de nous-mêmes et nous sommes confrontés à un tête-à-tête avec nous-mêmes. La question est de savoir jusqu'à quel point sommes-nous réellement seuls dans cette confrontation d'altérité intérieure. Vous savez, je ne le développe pas, mais cette instance intérieure qui évalue, qui juge, qui sanctionne les comportements intellectuels. Donc, l'altérité, elle est également à l'intérieur. La deuxième des 3 minutes, c'est l'altérité construite par préemption d'identité. Très simple, je vais aller très vite. Vous savez tous, vous vous souvenez tous que la semaine dernière étaient célébrés les 30 ans de la chute du mur. Je dis de la chute du mur et pas de la réunification pour les questions que vous savez probablement. Toujours est-il que donc j'ai découvert cette semaine que le journal d'analyse politique Die Zeit, daté du 3 octobre 2019, écrivait 58% des Allemands de l'Est ont le sentiment de n'être pas mieux protégés de l'arbitraire étatique qu'en RDA. Préemption d'identité. La gestion, le management de l'altérité reste encore aujourd'hui conçu comme un rapport de force largement perfectible. J'avais prévu de vous dire un mot des populations d'Europe centrale. On voit bien les raideurs nationalismes en Hongrie, en Tchéquie, en Slovaquie, en Pologne, en Roumanie, etc. Et vu d'ici, ils promeuvent la démocratie libérale, tout ce qui est du papier de verre pour nous, n'est-ce pas? Mais donc, d'un mot, préemption d'identité, ce sont des populations qui sont passées avec une extrême brutalité, dans des délais très brefs, du Moyen-Âge à l'industrie lourde soviétique. Et une fois qu'ils ont eu la sensation qu'ils étaient bien dans le circuit, qu'ils avaient fait ce qu'il fallait, ils pouvaient être reconnus pour avoir fait ce qu'il fallait, paf, le mur tombe et il faut passer au néolibéralisme. Donc c'est ce que j'appelle les préemptions d'identité. La troisième des 3 minutes, c'est pas des moindres, je l'ai gardé volontairement les amis, je l'ai gardé pour la fin. C'est ce que j'appelle l'autre déshabité. DES privatif de habiter. Je m'explique. La question est de savoir, et c'est une question très aiguë, de savoir quelle relation on entretient avec cet autre qui a perdu, à l'occasion d'une maladie neuro-évolutive, qui perd les caractéristiques pour lesquelles on l'aimait. Je renvoie là-dessus aux travaux d'Éric Fiat, philosophe, travaux merveilleux, et il cite d'ailleurs Christian Bobin à plusieurs reprises, le livre qu'a écrit Christian Bobin, qu'il a intitulé « La présence pure ». Et permettez-moi de considérer qu'on soit juif, musulman, chrétien, bouddhiste, athée, agnostique, que reste-t-il pour relationner avec autrui, chez qui les qualités qui ont fait qu'on l'a aimé ne sont plus, et lorsque subsiste juste la présence pure. Je ne résiste pas à une ligne et demie. Avant de conclure, je voudrais mentionner, l'espace d'un instant, un point souvent aveugle, et que je trouve extrêmement intéressant, et qui concerne les religions. L'étude des conditions de leur apparition, des conditions de leur hégémonie et des conditions de leur affaiblissement. Je ne développe pas, on aura peut-être un jour l'occasion d'y revenir. En tout cas, ce sont des points aussi qui ont à voir avec l'altérité. Ces dynamiques d'apparition, d'hégémonie, puis d'affaiblissement de ces grands mouvements. Donc,
puisque les 3 minutes sont écoulées, il me reste 30 secondes pour conclure, et je vais m'y tenir. Vous êtes tous témoins. Coupé de tout lien avec ses semblables, l'être humain est voué à l'idiotie. En grec, idios, qui restreint à soi-même. Est pareillement menacé d'idiotie celui qui, enfermé dans sa propre vision du monde, est incapable de comprendre qu'il en est d'autres possibles. C'est-à-dire incapable de s'accorder avec ses semblables sur une représentation du monde où chacun est sa juste place. Alors, au moment de finir, 3 toutes petites remarques. Sans rencontre avec l'autre, on n'existe pas. Sans regard de l'autre, impossible d'être beau, aimable, grogneux, tout ce qu'on veut. Sans l'autre qui conteste notre opinion, voire notre compréhension d'une situation, on reste bloqué à une misère intérieure stagnante. Deuxième aspect, quelle mesure en altérité? Comment est-ce qu'on cherche à évaluer l'altérité? Finalement, on ne la mesure pas, l'altérité. Enfin, la relation d'altérité. Et je vous propose qu'à ce stade de notre réflexion, nous puissions avancer que la motivation, l'état d'esprit qui préside à la rencontre avec autrui, soit la mesure des choses en altérité. Nous l'avons déjà abordé un peu tout à l'heure. Enfin, dans la graphie chinoise, mettons un peu l'exotisme, mais dans la graphie chinoise, le caractère homme au sens de humain, le caractère homme au sens de humain s'écrit à partir du « de ». Ce qui signifie que pour devenir humain, il faut être au moins 2, aspect que Confucius a développé dans ses dialogues. Et enfin, la toute dernière sentence, je la laisse à Axel Kahn, chacun façonne l'autre tout en étant façonné par lui. Et vous êtes très aimable d'avoir été aussi patient. Alors, puisque je n'ai pas été introduit à cette place d'orateur, je me permets d'introduire le suivant. De toute façon, c'est mon job. C'est mon job. Donc, j'invite notre ami Stéphane Tessier à rejoindre le pupitre. Voilà. Et je vous indique, restez en ligne, je change de micro. Voilà, il faut avoir affaire à des spécialistes. Donc tout ça pour vous dire que le temps que Stéphane s'installe, pour vous dire que donc Stéphane va donc faire une première présentation qui va durer également une demi-heure. Ensuite, nous aurons la pause du milieu de matinée. Et après la pause, Stéphane fera une deuxième intervention. Et nous conclurons notre matinée par une table ronde avec les échanges, les questions et les réponses. Stéphane, c'est à toi. Non, mais prends ton temps, c'est juste que c'est à toi. Alors, tout d'abord, c'est la matinée. Je voudrais remercier beaucoup Lama Ponceau de m'avoir invité, Cécile aussi, de m'avoir identifié. Parce que bon, moi j'étais dans mon petit coin à Paris, en train de ramer tranquille avec les histoires d'interculturalité. Et ils m'ont invité en me disant, voilà, on voudrait parler de ça, et est-ce que ça vous intéresserait de venir en parler avec vous? J'ai dit, pourquoi pas, je connais rien bouddhiste. Je suis absolument tout à fait béotien, mais voilà, les questions d'identité, d'altérité, moi je les travaille depuis quelques décennies avec Étienne Leroy, qui est anthropologue juridique, et ça me ferait plaisir effectivement d'en parler. Et puis on s'est rencontrés hier, et là je me suis dit, c'est marrant, mais je pense bouddhiste. Parce que finalement, sur les questions d'éthique, de bienveillance, de discernement, de curiosité, voilà, c'est des choses sur lesquelles... Et bon, moi, mon tropisme, je suis médecin tropicaliste, c'est beaucoup plus l'Afrique subsaharienne et l'Afrique en particulier australe. Donc, j'avoue que la présence bouddhiste est assez faible, même si Gandhi était sud-africain auparavant, quand même. Gandhi, c'est un avocat sud-africain qui est venu, et dont les actes d'ailleurs en Afrique du Sud
font l'objet dans sa biographie de certains voiles pudiques. Hein. Voilà, aujourd'hui, en 2019, on n'en parle pas beaucoup. Mais bon, moi, le bouddhisme, voilà, évidemment, j'étais au Cambodge, j'étais de l'humanitaire, donc. Mais je me suis dit, hier, vraiment, bon, je pense, mais je ne suis pas bouddhiste. Et je pense que c'est là toute la différence. C'est-à-dire, quelle est la différence entre avoir des connivences, des complicités, des interactions, et se dire identitairement, voilà, je suis. Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce que c'est la question de l'altérité. Là, je suis en pleine altérité. Et je suis devant, voilà, la figure de l'altérité pour moi, c'est mais je l'assume. Je dois dire que si j'avais été invité dans une synagogue, dans une mosquée ou chez les évangélistes, j'aurais eu le même sentiment d'altérité, voire même à Notre-Dame en ce moment, dans la dévastation qu'elle a subie. Mais voilà, moi c'est un petit peu mon karma, comme on dit. J'aime bien les défis et me mettre sortir de la zone d'inconfort. Alors, l'altérité, je pense qu'il faut déjà la placer, je suis médecin au départ, donc il faut aussi comprendre d'où je vous parle, c'est le bébé à la naissance. Dès lors que la relation physiologique, fusionnelle, entre le fœtus et la maman se rompt avec la rupture du cordon ombilical, ce sont deux entités séparées qui impérativement doivent entrer en communication. Ce sont des entités qui deviennent autres, deviennent différentes. Et de cette communication qui tombait sous le sens, parce que ça passait par le sang, les hormones, etc., on nous tapait dessus, on écoutait, là tout d'un coup, ah bah tiens, c'est un étranger. Ce bébé devient un étranger. Et donc il va falloir reconstruire des tas de moyens de communication. C'est par l'odeur, c'est par le goût, c'est par le cri. On en reviendra en deuxième partie justement sur ce qui va structurer cette nouvelle communication. Et en venant ici, j'ai quand même essayé de me documenter un peu sur la vie de Bouddha. Je vais dire si je me trompe. Il semble qu'il était issu d'une famille bourgeoise et que son papa a voulu le protéger toute son enfance. Et que soudainement il était confronté à l'altérité, les vieux, les pauvres, les moches, les morts. Et donc ça a été une sorte de révélation. Bon, finalement, tout le bouddhisme est issu de cette révélation brutale que l'autre n'est pas moi. Et que le monde dans lequel j'avais été bercé n'est pas celui qui existe réellement. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2019 et nous avons un certain nombre de mots qui sont galvaudés dans la presse. On en a parlé, donc Michel a un peu insisté là-dessus. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ton lapsus et je pense que je vais le réutiliser. Altérité et aspérité. Je pense que celui-là, ça va nous servir de construction. Ah, mais je ferai un copyright. Je donnerai un copyright. Les cultures. Alors, quand je travaille sur cette question de l'altérité, de l'interculturalité avec les professionnels de première ligne, c'est quand même mon boulot actuellement qui a travaillé avec des soignants, avec des juges, avec des avocats, avec des travailleurs sociaux, avec aussi des éducateurs, comment gérer les questions que pose la diversité de la société française aux institutions que nous sommes chargés d'animer. Et je leur dis, déjà, il faut se mettre d'accord sur les mots. Qu'est-ce qu'on entend par culture, qu'est-ce qu'on entend par identité, qu'est-ce qu'on entend par communauté, qu'est-ce qu'on entend par appartenance. Alors, bien évidemment, chacun a sa définition de ces mots-là, mais au moins, ayons des définitions en commun. Bon, je ne dis pas que c'est les bonnes, je ne dis surtout pas qu'il faut les mettre dans les examens d'anthropologie, non, mais au moins ce sont des définitions qui nous permettent de communiquer et d'être ensemble. Jusqu'à quelle heure? 1h40. D'accord. Les cultures, c'est les façons d'être ensemble et de voir le monde. Je passe parce que je vais bien. Les identités, voilà. Les communautés. Alors, communauté, c'est un terme que je conseille d'utiliser avec parcimonie, très grande parcimonie, et de le limiter à ce qu'on dit dans les contrats de mariage, communauté réduite aux acquis. C'est-à-dire les intérêts qu'on partage en commun à un moment donné de sa vie. Là, vous êtes
participant de la journée du samedi à éprouver l'altérité, et vous partagez l'intérêt, d'abord qu'il fasse chaud, que ce soit sympathique et bienveillant, et que vous appreniez des choses. Donc vous faites une communauté, vous êtes une communauté. Vous sortez, vous prenez le bus, vous faites communauté avec les passagers du bus, que celui-ci aille à l'endroit déterminé et soit à l'heure. Et on le voit d'ailleurs, dès qu'il y a un incident dans le bus, tout d'un coup, on se retrouve solidaire et on commence à dire qu'est-ce que fait ce chauffeur de bus. Le soir, vous rentrez chez eux en habitat collectif. Si vous êtes en habitat collectif, ça semble assez peu fréquent ici, mais bon, généralement, c'est quand même ça existe. Vous êtes fait communauté avec les autres habitants, que le toit soit étanche et que ce soit sécurisé, les abords soient sécurisés. Ce qui veut dire qu'on partage un certain nombre de communautés au fur et à mesure des intérêts qu'on a en commun avec d'autres individus dont on ne connaît parfois même pas l'identité. Les identités, c'est les limites du moi. C'est-à-dire, là encore une fois, psychiquement, on est obligé de se limiter à soi-même, à l'intérieur de sa barrière cutanée. Si je dis « vous êtes moi », non, c'est pas moi, c'est lui. Non, c'est pas lui, enfin bref. On se retrouve à l'hôpital psychiatrique assez rapidement. Mais il y a une deuxième dimension, qui est une dimension abstraite de la question identitaire, c'est le souvenir qu'on laisse chez les autres. Et le souvenir qu'on laisse chez les autres, c'est les stéréotypes. Pourquoi c'est les stéréotypes ? Parce que nous sommes contraints, étant humains, et ça c'est partagé par toute l'humanité, de fonctionner par catégories bien déterminées. Tel symptôme capillaire, tel symptôme de visage détermine une certaine identité. Là, par exemple, si je m'écroule par terre en disant « je veux un Kinder Surprise », là aussi, ça va signer. J'ai pas la tête à ça. Je n'ai pas la tête à ça. Et pourtant, la société ne tournerait pas du dos en rond si je demandais un Kinder Surprise. Mais pourtant, non. Ça m'est impossible, parce que dans vos esprits, mon identité, transmise par mon visage, interdit ce comportement-là. Donc l'identité, c'est des distances qui sont quelquefois imposées, justement, avec des choses qu'on peut contrôler et d'autres qu'on ne peut pas contrôler. Je vous ai mis ici la fameuse phrase de Sartre, l'enfer c'est les autres, le paradis c'est moi. Et quatrième terme, les appartenances, à bien distinguer de la communauté, parce que on se rassemble, on a besoin d'être ensemble. On a besoin quelquefois de construire des méta-identités, être ensemble. Je suis bouddhiste et je fais partie de cette ensemble bouddhique. Je suis supporter du PSG, je fais partie des supporters du PSG, mais pour autant je ne partage pas les mêmes intérêts que les autres supporters du PSG. Il y a l'émir du Qatar et le SDF qui sont dans le même groupe, mais qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts. Et c'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à séparer le terme de communauté de celui d'appartenance. Alors, les stéréotypes identitaires, c'est toujours la fonction psychique humaine. Encore une fois, je veux travailler avec des populations exotiques, entre guillemets. Je dis avec beaucoup de guillemets parce qu'elles sont humaines. C'est toujours construire nous versus eux. Moi et les autres. Et le premier signe, évidemment, c'est la couleur de peau. La couleur de peau, alors ça ne date pas de nous. Là, je l'ai mis ici, Moreau de Saint-Méry, qui, de toutes les nuances produites par les diverses combinaisons du mélange des blancs, des nègres, des caraïbes sauvages, il y en a 128. Il y en a 128. Voilà. Comment catégoriser les humains en fonction de leur couleur de peau? Le Brésil, lui, il a fait dans son référendum, dans son recensement, pas référendum, lapsus aussi, merci, 2008, entre les blancs, les bruns mat, les mélangés, les noirs sombres, c'était issu, cette classification d'une quinzaine, avec les Italiens, les indigènes, les Allemands, les métis, vous voyez que c'est quand même assez intéressant. Avec deux parties. La partie autoclassification, je me considère, donc j'ai l'identité blanche, noire ou pas, et les autres me considèrent comme. Et vous voyez qu'il y a une certaine discordance, puisque vous avez 49% qui s'auto-classifient comme blancs, alors qu'ils sont classifiés comme blancs par les autres à 56%. Donc finalement, c'est très aléatoire, cette couleur de peau. Et c'est ce qu'une artiste a transformé avec les Pantone. Voilà, 144 nuances, non pas de gris, mais de rose, de noir, Pantone, dans le projet L'Humanité, où finalement, quand on parle de statistiques ethniques, de quoi est-ce qu'on parle?
comment est-ce qu'on peut catégoriser des ethnies dans une humanité dont on sait par exemple que nous avons 5-10% de gènes de Néandertal. Une humanité qui est en permanence en train de se métisser, de se mélanger, de tout temps, depuis toujours. Bon, la peau n'est pas la seule à jouer le rôle de caractère d'identité à l'âge, j'en ai parlé, le sexe, le genre, on a parlé du mariage pour tous, les vêtements, les coiffures, les marquages corporels, piercing, tatouages qui aujourd'hui prennent tant d'importance dans la société moderne, les signes de pauvreté aussi, de distinguer les uns et les autres, des riches des pauvres, etc. Et la façon de parler, le langage. Mais ce qui est important, j'ai mis ici la pauvreté, moi ce qui m'intéresse beaucoup, je suis éducateur pour la santé aussi, c'est à quel point les signes de pauvreté sont manipulés pour identifier la bonne santé. Vous savez, le fameux adage, il vaut mieux être riche en bonne santé que pauvre et malade. Et ça va ensemble. Alors voilà, sur ce film des années 1903-1904, le pauvre monsieur dans son lit, avec tous les attributs de la pauvreté, vous voyez, c'est dégueulasse, son poil, ses chaussettes qui sèchent, les fenêtres fermées, vient la maladie, la tuberculose, et en face l'hygiène avec son canon, et le canon de façon miraculeuse vous transforme le malade en riche, avec un beau pyjama, avec un beau lit, avec le soleil dehors, avec une cuvette. Voilà. Et donc du coup, comme il est riche, il sera plus malade. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quand on est pauvre en France, être malade, c'est normal. Et on voit, avec en particulier, moi ce que j'ai nommé les signes extérieurs de souffrance, de la bouche en mauvaise santé, chez les SDF, avec des gens qui, même si c'est gratuit, on a à Paris une passe bucco-dentaire, ne viennent pas se faire soigner parce que avoir la bouche en mauvaise santé, c'est un signe de galère que j'assume en tant qu'identité. Et je vais le revendiquer comme tel. Ce que les anthropologues appellent le retournement du stigmate. Alors, comment décrypter tous ces langages, ces identités? Est-ce que c'est volontaire? Et est-ce que nous devons les décrypter systématiquement, ce que nous disent les gens de leur identité? Alors, j'ai mis ici cette exposition que j'adore. C'est des Suisses qui ont imaginé qu'est-ce que les archéologues en 3000 identifieront de nos poubelles. Et là, vous voyez, donc, ces petits instruments en métal, il leur attribue la qualité de pendeloque, de forme étrange, à pointe d'entrée sur l'un de ses profils, ces pendentifs portent des inscriptions énigmatiques, Zaïsicon, Yel, Santis, estampilles, dédicaces, nom de propriétaire, alliage métallique. Eh bien, je vous enjoins, quand vous allez dans un musée, en particulier le musée du Quai Branly ou d'autres musées exotiques, de penser à ça et de vous dire est-ce qu'on n'est pas en train de complètement se tromper et de projeter en fait sur tous ces environnements-là nos façons de voir. Quand on n'a pas la serrure, on ne sait pas ce que c'est. On ne peut même pas savoir ce que c'est les clés. En fait, moi, je ne dirai jamais le disque, parce que je ne connais pas la serrure. Je peux penser de façon, comment dirais-je, syntonique, mais je ne saurais pas. Je ne peux pas parce que je ne connais pas la serrure. Alors, j'ai dit, vous trouvez, ça devrait le faire. Juste un petit truc, fabrique de stéréotypes. Parce que les stéréotypes, nous, on travaille l'altérité aujourd'hui, mais beaucoup de sociétés n'ont pas cette réflexion-là. Et encore une fois, le Brésil, où j'ai des attaches et je vais assez fréquemment, c'est un pays qui m'est cher. Malheureusement, malgré leur grand discours de lutte contre les préjugés, de lutte contre le racisme, préconceïtos, etc., eh ben, ils ont systématiquement systématisé la fabrique de stéréotypes. J'ai mis ici, c'est au musée des arts et traditions populaires. Le musée des arts et traditions populaires, c'est là où on emmène les jeunes, les enfants, pour leur montrer comment les générations ont construit le pays, pour édifier. Et c'est une borne interactive dans laquelle le jeu, c'est de mettre en relation des marchands, des colporteurs, avec des clients et des marchandises. Comment, en dehors de stéréotypes, pourriez-vous mettre en relation ces marchands, les marchandises et les clients? Et donc, ça m'en parle. Le portugais se met en relation avec l'esclave affranchi, toute l'histoire du Brésil, évidemment. Le français, alors évidemment, le français,
il va séduire les jolies filles et lui donner des lingeries fines et des parfums, le coquin, hein, c'est normal. Le juif, le juif, lui, il donne au tailleur des chemises, des livres et des journaux, l'intellectuel. Le Libanais, lui, il va donner du fil, des aiguilles à la femme de maison, à la mère de maison. Et le mieux, c'est quand même le Rome, le Tzigane, hein. Ramon Calderache, les Calderache étant l'ethnie, un nom d'une ethnie qui vient justement du fait qu'ils sont devant le chauffe-eau, devant la chaufferette, et qui va vendre du fer blanc à la maîtresse de maison qui rend grâce à Dieu quand le Tzigane est apparu, la poêle de cuivre pour faire les bonbons dans lesquels elle gagne, avec lesquels elle gagne sa vie, pardonnez-moi, a besoin de se faire réparer. Et avec un peu d'argent, elle espère que le Tzigane sera comme les autres qui vont passer par là et s'accordera pour marchander son service contre un petit peu à manger et un petit peu de salut. Imaginez ce que ça produit dans un inconscient d'adolescents à qui on vient montrer à l'école comment s'est construit le pays. Les Français, c'est tous des graveurs, les Tziganes, c'est tous des voleurs. Parce qu'un restaurateur russe me disait récemment, juste en bas de chez moi, les Roms, avant, ils volaient des poules dans les champs, aujourd'hui, ils piquent des poulets congelés chez Auchan. Les identités, aujourd'hui, dans ce monde numérique, elles sont stéréotypées par les politiques, qui les instrumentalisent. Obama, dans sa campagne en 2008, vous aviez sur son site internet de campagne un certain nombre d'identités, je crois qu'il y en a une trentaine, où vous cliquez l'onglet et vous aviez le discours adapté à votre identité. Donc vous étiez asiatique américain, européen, premier américain, vous vous sentiez génération Obama, travailleur latino, LGBT, gens de foi, républicain, vous cliquez et vous aviez le discours qui était supposé vous convaincre de voter pour Obama en 2010. Alors évidemment, Facebook, etc. ont depuis largement structuré et industrialisé. Là en France, moi j'attire votre attention sur le fait que les stéréotypes, ils sont aussi de façon totalement inconsciente manipulés par un certain nombre de graphistes. Vous avez ici, sur les grilles du Luxembourg, à Paris, des expositions régulières, et la SNCF avait fait cette publicité pour, corporate, comme on dit. Les Français ont changé, ils aiment toujours le train, et la SNCF innove pour que l'histoire d'amour dure. En mettant côte à côte ces deux images, ces deux photos. Quel est le sous-titre qu'on peut mettre? En sachant, encore une fois, qu'un stéréotype, ça se produit dans une fraction de seconde inconsciente. Vous passez devant, vous dites, ah oui, ça a bougé. Et vous ne savez pas que votre stéréotype s'est conforté, ne serait-ce qu'en regardant cette photo. Évidemment, le sous-titre, c'est la France tout le camp. Parce que vous voyez, elles ne sont pas du tout dans le train. Elles pourraient très bien être à Roissy avec une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Autre façon de montrer l'évolution de la SNCF, beaucoup plus raisonnable. Vous voyez le petit gamin, il rigole, il y a le petit bébé et le TGV à côté. Bref, là, le message, il est clair, la SNCF a changé. Les Français ont changé, la SNCF a changé aussi. Ce qui est complètement différent de la représentation précédente. Mais ça reste inconscient. Et c'est ça le pire. C'est-à-dire que dans nos esprits, le refoulé se conforte. C'est un fonctionnement psychique humain que de voir toujours le stéréotype qui puise dans la réalité ce qui le conforte et qui occulte ce qui pourrait le contredire. Cette-là, vous ne la verrez pas. Votre inconscient ne le verra pas. La précédente, votre inconscient l'a vu. Et c'est ainsi que les choses continuent. Et tout d'abord, alors, je vais essayer un petit truc, je vais quand même vous faire écouter ça et puis vous faire écouter cette phrase de M. Friedman, qui est président du Conseil d'éthique, ancien président du Conseil d'éthique. Soit dans d'autres circonstances, vous ne pouvez pas comparer ce que dit une personne
Voilà. Donc, malheureusement, il y a eu un arsène au moment de la phrase. Je ne sais pas si j'ai atteint le truc. Le syndrome méditerranéen. Vous connaissez le syndrome méditerranéen? Soi-disant, et affirmé par le président, l'ancien président du comité d'éthique, un syndrome cliniquement démontré que les personnes issues du pourtour méditerranéen hystérisent leur douleur. Et qu'il remet en relation, dans son discours, conforté par l'autre interlocuteur, avec le syndrome mexicain aux États-Unis. Qu'est-ce que partagent les Mexicains et les Méditerranéens de part et d'autre de l'Atlantique? Le fait d'être des migrants. C'est tout. Donc vous avez une accumulation de stéréotypes dans cette phrase, qui est les Méditerranéens, les Mexicains et les Vietnamiens sont durs au mal. Je suis désolé, je suis au Vietnam, quand ça fait mal, ça fait mal. Non, il ne faut pas non plus faire croire que... Alors je veux bien que les bouddhistes soient résistants, avec la méditation on arrive à des tas de choses, mais non, il ne faut pas exagérer. 40 accouchements dans une salle, il y a des cris. Ça crie. Et ben voilà, c'est dit, là c'était au mois de septembre, donc qu'est-ce que ça va produire dans nos inconscients? Ça va renforcer le fait que les Méditerranéens, ils hurlent quand ils ont mal, que les Mexicains, ils hurlent quand ils ont mal, et ils nous font chier dans les services hospitaliers, n'est-ce pas? Et ils nous disent merde. Et en même temps, ça serait mieux au Vietnam, parce que là-bas, au moins, comme ça, alors, ça ne vaut pas caricatural, mais moi, je voulais... Donc voilà, je vais vous mettre ici, je n'ai pas pu priver vous mettre quand même, me retenir cette sculpture de Gandhara, de Kouroudik, qui présente le Yaksa, où je pense quand même qu'il est très important de distinguer 3 niveaux. Le niveau de la foi, la croyance, le sentiment religieux, où là, le professionnel n'a rien à dire. C'est le rapport de l'intimité à la transcendance. On en a parlé là, tout à l'heure, l'agnostique, etc. La prière, méditation, relaxation, en revanche, ça a des effets sur la santé. Donc là, le jeûne, on a des choses à dire. On peut en parler. Et l'appartenance. Je suis bouddhiste, je suis sunnite, chiite, évangéliste, chrétien. Enfin bref, ça, c'est quelque chose sur lequel personne n'a le droit d'interférer. Alors, moi, je voudrais conclure. Pourquoi rendre à César? Il paraît très important que la question de la vérité soit séparée des pouvoirs immanents. Depuis la nuit des temps, c'est un débat qui est posé. J'ai mis César, rendre à César ce qui appartient à César. Parce que la démocratie, au sens propre du terme, c'est le pouvoir au peuple. Or, le peuple, il est par nature divers. Il n'y a pas d'universalité du peuple. Le peuple, il est par nature divers. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des croyants, des mécréants, etc. Il y a tout le monde. Et donc, le pouvoir à cette diversité implique qu'on dissocie la notion de transcendance de la notion de pouvoir. Et il faut comprendre quels sont les mécanismes anthropologiques de puissance. L'être humain, là aussi, mais ça c'est universel, même on a beau dire que les chasseurs-cueilleurs sont des doux rêveurs, c'est pas vrai. J'avais des bushmen là où je travaillais au Botswana pendant des années, et j'ai vu un jour un monsieur qui est revenu avec son oreille à la main parce que sa femme lui avait tranché avec la hache. Donc faut pas me faire croire que l'homme est un doux agneau lorsqu'il est un chasseur-cueilleur, est un vilain loup quand il est un occidental. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'homme est toujours un loup pour l'homme, par définition. Et l'homme tente à prendre le pouvoir sur l'homme par définition. Et le problème, c'est lorsqu'il associe un pouvoir surhumain, une légitimité surhumaine, qui le dépasse, qui le transcende, à sa légitimité de pouvoir. Parce qu'à partir du moment où ça dépasse l'humain, eh bien, il s'arrange le droit de vie et de mort. Puisque c'est plus de l'immanent, de l'immédiat, mais c'est de là-haut que ça vient, de la transcendance. Et c'est ce cercle vicieux qui entraîne que moi, l'identité, je me sens appartenir à une structure transcendantale et je refuse à l'autre considéré comme étant mécréant, mauvaise croyance, différent, l'accès à la transcendance qui est réservé à moi, ici. Et du coup, je le rejette
et je m'auto-confirme dans ma transcendance qui n'appartient qu'à moi et qui va me légitimer à toutes les exactions. Et quand pouvoir immanent et transcendant sont mêlés, eh bien ça crée les pires catastrophes. Les exemples historiques, le pharaon, l'Inquisition, le roi divin, Robespierre, avec une autre transcendance, qui n'était plus une transcendance, mais c'était l'être suprême, et c'était la révolution. Staline, Hitler, plus connu, Pol Pot, qui au nom d'une transcendance s'est permis d'avoir le droit de vie et de mort. Donc, et j'en aurais fini là, comment gérer les rapports de pouvoir? D'abord, tempérer ces ardeurs de puissance. Je pense que là, on se retrouve dans le bouddhisme et dans qu'on ne soit pas toujours dans la quête d'avoir plus de pouvoir sur les autres, et prendre le pouvoir, peut-être se civiliser dans cette humanité un peu violente. Renouveler son rapport à l'autre, c'est au cœur de la journée aujourd'hui. Respecter, et j'ai mis entre parenthèses, ignorer les transcendances. C'est-à-dire savoir passer au-delà de la transcendance qui peut peut-être créer des fractures d'apparence irrémédiable entre les uns et les autres. D'apparence irrémédiable parce qu'elles procèdent justement de pouvoirs qui ne sont pas accessibles à l'humanité. Donc, nous pouvons les ignorer. Et lorsqu'on travaille sur ces questions d'altérité, eh bien, savoir superposer le champ de l'immanent. Dire, voilà, nous sommes des êtres de chair et de sang, et nous devons gérer nos conflits avec notre pauvre chair et notre pauvre sang. Et donc, savoir que le conflit, le dissensus, dont parlait Lama Punso tout à l'heure, il n'amène pas la rupture. Rupture qui serait irrémédiable, parce qu'elle est d'origine transcendante, totalement irrémédiable. Mais il amène justement à un débat, et finalement peut-être pas à la conclusion, une absence de conclusion. Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord. Le sexe des anges est tellement controverse, Valladolid. Donc vivre ensemble, c'est le plus difficile. Être conscient à la fois que l'enfer c'est les autres, mais en même temps que je est un autre. Donc j'ai une partie d'enfer moi aussi. Je est un autre. C'est Rimbaud. Dans le cuivre, les clairons, enfin bref. Séparer ce que je crois de ce que je sais. C'est la discussion. Savoir bien faire la part des choses dans son inconscient. Qu'est-ce que je sais? Vraiment? Qu'est-ce qui est bon? Moi, je vois l'horizon courbe, donc je suis désolé, mais quand tu me dis que la Terre est plate, non, ça colle pas. Ça colle pas. Quand je vois l'éclipse de lune, je vois le bord de la Terre, donc non, la Terre n'est pas plate. Ce n'est pas une croyance. En revanche, je crois qu'il y a une puissance. J'y crois pas. Je crois qu'il y a une vie après la mort. J'y crois pas. De toute façon, je ne le saurais jamais. Personne n'est jamais revenu là-bas, donc voilà. Mais on a besoin de croire. Je touche du bois. Oui, je touche du bois parce que j'ai envie de conjurer le mauvais sort. Je sais que ça ne marche pas, mais je crois quand même que ça m'aide. Et donc je vais les voir, parce que je ne suis pas encore complètement robotisé par les transhumanistes qui veulent me mettre des électrodes, j'ai oublié même le mot, des électrodes dans le cerveau. Savoir partager ces idées sans les imposer, et puis alors, ça c'est peut-être le plus difficile, et dans mes cours, dans mes enseignements, c'est ce qui bouscule le plus les gens, savoir prendre conscience de ses propres stéréotypes, en particulier coloniaux. Nous sommes encore très imprégnés de nos stéréotypes coloniaux. Friedman lui-même, quand il parle du syndrome méditerranéen, il ne fait rien d'autre que reproduire l'idéologie coloniale d'avant les indépendances. Voilà. Bon, en tout cas, merci Stéphane beaucoup pour cet exposé fluide, limpide et éclairant. Merci beaucoup. Donc, on se réjouit de te retrouver après la pause. Les amis, à présent, on bénéficie d'une demi-heure de pause pour laisser toutes ces informations, tous ces élans de pensée passer progressivement par nos filtres et notamment par le filtre de la machine à café. Donc, on se retrouve donc, oui. Le son, une contre-information, la pause d'une demi-heure vient d'être réduite à 20 minutes. Parce que ça suffit pour régénérer les neurones et ça nous laissera plus de temps pour discuter ensuite. Merci, bonne pause.